Vous ne restez pas englué à vie dans ce moment d'horreur absolue. Je m'appelle Julia Foyce, je suis journaliste, je suis productrice à France Inter d'une émission consacrée aux questions de genre. Et aujourd'hui, je publie un livre qui s'appelle « Je suis une sur deux » aux éditions Flammarion et qui raconte ce que j'ai vécu à 20 ans, c'est-à-dire un viol. Je dis c'est le bon viol parce que c'est celui qu'on imagine plus facilement, c'est-à-dire que par un inconnu avec une arme, etc. etc. J'ai porté plainte contre lui. 3 ans après, il a été acquitté. Et en réalité, si je raconte cette histoire, c'est parce qu'elle est, à certains égards, assez emblématique de la façon dont on traite aujourd'hui les victimes de violences sexuelles en France, parce que oui, même 20 ans après, les choses n'ont pas beaucoup bougé. Et je me dis que je ne sais pas si ce livre va faire bouger les choses, mais je pense que j'aimerais me dire que j'ai essayé. Je ne sais pas si on se reconstruit après un viol, j'irais peut-être au-delà, je dirais qu'on crève à l'intérieur. D'extérieur, vous vivez, hein. D'extérieur, vous êtes la même. Surtout que moi, je m'attachais à me dire que rien n'avait bougé. À l'intérieur, vous êtes morte. C'est une expression qu'on utilise souvent qui est le fait que le viol est un meurtre sans cadavre. À l'intérieur, vous êtes en miettes. Donc je parlerai plutôt d'une forme de renaissance. Et dans la renaissance, il y a l'idée que vous partez quand même de vous. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été quelqu'un de joyeux, j'ai retrouvé ma joie. Vous renouez avec votre ancien vous, sauf que votre nouveau vous, il a à se bagarrer contre un certain nombre de choses qui n'existaient pas avant, qui sont de l'ordre de peur, je dirais de la peur et de la rage. Et il va falloir apprendre à transformer tout ça en combat. C'est la seule issue possible. Quand on essaie de se reconstruire après un viol, en tout cas dans mon cas, ça ne se fait pas évidemment en un coup, il y a un temps très long et puis il y a aussi des étapes qui sont assez clés. Moi, il y a une première étape qui est celle de l'acquittement, qui est une deuxième gifle qui vous met à terre et qui vous fait passer un message que vous recevez 5 sur 5. C'est non seulement dans ce monde, on va vous violer, mais en plus on a le droit de le faire. Et puis il y a une deuxième étape, pour moi, parce que j'étais journaliste, qui a été d'aller comprendre ce qui s'était passé et ce qui m'était arrivé. Et comprendre, ça sauve. Donc j'ai fait une enquête pour le journal Marianne, où j'ai pu rencontrer des magistrats, des policiers, des médecins qui enquêtaient là-dessus, qui ont pu me donner des clés de compréhension, dont la principale, qui était qu'on était si nombreuses, une femme toutes les 7 minutes. Alors non seulement on se sent moins seul, mais en plus ça permet de sortir cette douleur-là de soi et qu'elle devienne un combat. Elle permet de transformer ce qui s'est passé en un engagement collectif contre les violences faites aux femmes, et ça change tout. Il y a plein de petites choses, il y a le temps qui fait son œuvre évidemment, qui vous éloigne progressivement du traumatisme en lui-même, qui fait que petit à petit vous pouvez dormir la lumière éteinte, qui fait que petit à petit vous espacez les prises de l'Exomil, qui fait que petit à petit vous n'avez pas moins peur dans la rue, mais vous savez développer des stratégies d'évitement pour ne pas vous retrouver dans des situations qui vous font peur. Et il y en a beaucoup, hein, parce qu'il suffit d'un bruit de pas un peu trop près pour que vous ayez peur. Donc, comment dire, le bruit de pas, ça arrive relativement souvent. Mais vous apprenez à gérer ces peurs-là, à ce qu'elles ne vous envahissent plus. Vous reprenez petit à petit la main sur elles. Après, le stress post-traumatique peut avoir des conséquences dévastatrices sur la vie des victimes qui peuvent, on parle d'addiction, on parle de conduite à risque, on parle de comportement suicidaire, on parle de beaucoup de choses comme ça, de troubles alimentaires très violents, de troubles psychiatriques. Moi, je n'ai pas vécu ça, principalement parce que ma parole a pu être entendue. À partir du moment où on peut reprendre la main sur son histoire, à partir du moment où on peut mettre des mots sur ce qui s'est passé, parce que les gens qui comptent le plus pour vous, vos parents, vos amis, vos amoureux, sont prêts à les entendre, vous ne restez pas englué à vie dans ce moment d'horreur absolue. À l'entourage, je dirais, n'ayez pas peur d'elles. Approchez-les, fuyez pas leur douleur. Déjà, elles ne sont pas contagieuses, et puis elles ont besoin de vous, mais en même temps, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire pour elles. La première de ces choses-là étant de leur poser la question. C'est-à-dire que si vous avez un doute sur ce qui a pu leur arriver, soit une nuit en rentrant chez elles, soit dans leur couple, posez-leur la question. Parce qu'alors, ça voudra dire qu'on est capable d'entendre la réponse. Et à ce moment-là, à partir du moment où la parole sort, elle sauve. Et pour ça, il faut qu'il y ait des oreilles pour entendre. Et aux filles, je dirais qu'elles ne sont pas seules, qu'on est des dizaines de milliers qui sont en train de sortir là. On est en train de se rendre compte de l'ampleur des violences sexuelles dans notre pays. Je leur dirais qu'elles ne sont pas seules. Je leur dirais que quoi qu'il arrive,
c'est pas de leur faute. Que jusqu'au bout, on a le droit de dire non. Même si on lui a proposé de monter boire un dernier verre à la maison, à partir du moment où ce non est prononcé, il doit être entendu. Que si ce non n'a pas été entendu, c'est lui l'ordure et c'est lui la merde. Elles avaient le droit de dire non. Et j'ai envie de leur dire qu'elles peuvent se faire une vie après qu'elles y ont droit, que peut-être même plus que les autres. Elles y ont droit, et que c'est possible.